Chers amis internautes, bonsoir. Ils ont passé des heures et des heures à observer leur microscope, 4 heures par jour au moins, pendant 9 mois consécutifs, pour commencer, ce qui leur a permis de mettre en évidence des choses plus que bizarres. C'est avec plaisir que je reçois ce soir Guillaume Bousquière et Sébastien Llosa, que vous connaissez puisqu'ils sont déjà venus dans cette émission. Sébastien, Guillaume, bonsoir. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir Jackie, bonsoir à tous. Donc moi je suis infirmier, au départ je suis infirmier et j'ai aussi la casquette de laborantin que j'ai exploitée pendant 3 ans, puisque étant interdit d'exercer et surtout d'être payé, j'ai préféré faire autre chose de ma vie et mettre à profit ce temps qui était vraiment disponible pour révéler ce qui nous semble être une vérité. Et moi je m'appelle Guillaume Bousquière et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en infographie multimédia. Et puis j'ai basculé à un moment donné de ma vie dans la santé, le soin, en étant naturopathe. Donc ça fait une dizaine d'années que j'ai cette double compétence maintenant. Et voilà, on a travaillé ensemble avec Sébastien pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait depuis le début de la pandémie. Et puis quand sont arrivés les fameux vaccins qui nous sauveront tous, on s'y est penché sur le sujet. Et puis plus on avançait, plus on faisait des découvertes assez étonnantes. Et à tel point que on a sorti 3 films aujourd'hui, Next Dose, et on a écrit un livre. Oui. Donc on va vous présenter aujourd'hui une partie de nos observations. Le premier film qui s'intitulait Next Dose 1 avait pour titre « Où sont passés les scientifiques ?» parce que vous aviez fait des observations quand même très, très perturbantes et puis il fallait une explication. Il a fallu un deuxième film, Next Dose 2, mais que contiennent ces sujets? Ça, c'était il y a à peine un an, en décembre 2022. Et ce soir, vous allez nous présenter le 3e épisode du feuilleton, Next Dose 3, avec une nouvelle découverte. Et le sous-titre s'appelle « Faut-il encore des preuves ?» Parce qu'effectivement, maintenant… Au regard de tout ce qu'on a montré, de tout ce qu'on a trouvé ou observé, on peut vraiment se dire que là, il y a moyen de faire certaines choses juridiques, de faire un appel juridique pour que les juristes et autres puissent se pencher à minima sur nos observations, les reproduire parce qu'elles sont toutes reproductibles et donc en déduire, à mon avis, des actes juridiques. Alors voilà la couverture du livre de votre livre qui est réédité et enrichi par rapport à celui de l'année dernière. Il est édité aux éditions Telma et j'invite tout le monde à se le procurer parce qu'il y a de belles images qui montrent vraiment des découvertes époustouflantes. Et on continue. Oui, voilà, on continue. Alors avant que vous commenciez à montrer vos découvertes et ces belles images et vidéos, je voudrais juste faire un petit rappel à nos internautes, au risque d'être vraiment très basique. Et puis pour ceux qui connaissent déjà, pardon, ça va vous paraître stupide, mais enfin j'avais pensé que c'était pas trop mal de rappeler que dans une goutte de sang, il y avait des globules blancs, ce que tout le monde sait, des globules rouges, des plaquettes, voilà, et du plasma aussi. Alors là, pour suivre bien votre discours, il faut savoir, et ça chacun le regarde quand on reçoit le résultat des analyses de sang qui vient des laboratoires, vous savez qu'il y a plusieurs sortes de globules blancs, il y en a 5 catégories. Il y a les polynucléaires neutrophiles, dont on va beaucoup parler, qui sont la première ligne de défense contre les microbes. Corrigez-moi si vous n'êtes pas d'accord. Les polynucléaires basophiles qui, eux, libèrent de l'histamine et permettent de solliciter les cellules pour lutter contre les infections ou les inflammations. Il y a les polynucléaires éosinophiles en cas d'allergie. Il y a aussi les monocytes qui sont des cellules phagocytaires, ça veut dire qu'ils vont aller enrober et absorber les virus, bactéries et différents agresseurs. Et puis, toujours dans les globules blancs, les lymphocytes, il y a 2 sortes, les B et les T, il n'y a rien à retenir, juste à écouter, 2 sortes de lymphocytes qui ont la même morphologie, mais leur différence est moléculaire en fonction des récepteurs qu'elles utilisent. Et les lymphocytes sont les cellules qui produisent des anticorps. Voilà. Elles ont donc un rôle central dans le système immunitaire.
Ensuite, toujours dans cette goutte de sang, il y a les plaquettes. Et ça, vous savez que les plaquettes sont indispensables à la coagulation, et notamment dans le cas de lésions vasculaires ou de blessures. Mais là, je dévoile un petit peu, je sais que vous avez observé des amas plaquettaires très importants alors qu'il n'y avait pas de blessures ou d'effractions que je sache. Et puis, il y a aussi les globules rouges qui définissent le groupe sanguin et qui assurent le transport de l'oxygène depuis les poumons vers les organes et les tissus, et le retour qui transporte le dioxyde de carbone vers les poumons afin que ce dernier puisse les évacuer. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait le tour? Et c'est ce que l'on mesure dans les globules rouges, on mesure le taux d'oxygénation quand on est malade du Covid-19. Oui, par exemple, on pourrait tout à fait doser la SPO2, donc la quantité d'oxygène dans le sang. C'est un appareil très simple qui coûte 15 € et on aurait pu commencer d'ailleurs par ça. La prochaine fois. Surtout que j'en ai un d'appareil, j'aurais pu le montrer, mais j'ai oublié. Je pense que maintenant. C'est vraiment un appareil qui a été très utile en début de crise. Oui, tout à fait. Pour éviter que les gens désaturent. Absolument. Voilà. Et ben, je vous laisse la parole. Vous pouvez montrer vos premières images. J'ai un problème de partage d'écran. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à partager mon écran sur ma première image. Tu vas nous le raconter. On passe à la deuxième et tu nous racontes la première. La première image, c'est ce que tu viens de faire en résumé. Donc les globules rouges, les globules blancs avec différentes classes ou sous-classes et les plaquettes. Est-ce que si je fais comme ça, c'est bon? Il faut bien savoir que les cellules, bon, elles ont une membrane et un noyau à l'intérieur, mais qu'il y a des cellules qui sont polynucléaires aussi. Alors, c'est le même noyau, mais qui est un petit peu subdivisé. Et en fait, c'est bel et bien le même noyau. Et ce qu'on voit au centre qui est violet, c'est la chromatine. C'est de l'ADN, mais compacté, très compacté. D'accord. Est-ce que là, le partage d'écran fonctionne ou pas? Oui, oui, très bien. D'accord, ok, parfait, super. Donc, on va faire le petit rappel que tu viens de faire. En fait, il est là. C'est mieux avec les images. Oui. Ouais, c'est plus simple. Le globule rouge, on voit qu'il est très simple. En fait, on découvre qu'il n'y a pas de noyau dedans, mais ça, encore une fois, c'est tout à fait normal. À droite, on a le polynucléaire neutrophile, donc avec un noyau polylobé. Oui. Donc ça, ce sont les globules blancs qui sont le plus importants dans le sang, les polynucléaires neutrophiles. Oui. Il y a deux autres familles de polynucléaires, mais on ne va pas rentrer dans les détails après. Ensuite, à droite, on a un monocyte. Donc celui-là aussi a une forme assez caractéristique au niveau de son noyau. Oui. On retrouve en bas un lymphocyte, qui lui est en forme de croissant de lune, aussi très caractéristique. C'est ceux-là qui vont fabriquer les anticorps. Et en fait, à gauche, là, on retrouve les plaquettes. D'accord. Donc, voilà en gros ce qu'on doit observer quand on regarde du sang chez une personne. Du sang de quelqu'un en bonne santé. En bonne santé, tout à fait. Donc là, en fait, ce sang-là, il est coloré au MGG. Donc, c'est le Megrenwald Gemsa. C'est un colorant qui permet justement de colorer les cellules en fonction de leur pH. Et du coup, vu que le noyau est acide, on va avoir les noyaux qui seront colorés en violet. Et quand les cellules n'ont pas de noyau, comme les globules rouges, ils seront colorés plutôt en rose. Donc ça, c'est très intéressant pour nous pour savoir, pour savoir vraiment identifier les différentes cellules qui sont. Et ça nous permet de les situer du point de vue géographique. Sur une lame, on voit qui est où. Qui est où. Comment on choisit le colorant? On le connaît. C'est un colorant de référence. Le colorant du Megrenwald Gemsa, c'est un colorant qui a plus de 130 ans d'existence, qui fait référence encore aujourd'hui chez les hématologues, et même quasiment dans pas mal de colorations. On peut s'en servir pour faire d'autres observations, notamment pour le sang des animaux, pour la même raison, mais aussi pour voir s'il y a des parasites. D'accord. On va passer alors à la suite. Là, on va être un petit peu technique pendant une dizaine de minutes. Et après, ce sera beaucoup plus, on va dire, didactique, un peu plus. Restez avec nous parce que c'est passionnant, vous allez voir. Donc ça, c'est un petit peu le résumé de nos observations qu'on a faites in vitro. On a, en fait, dans toutes nos observations, on a toujours commencé par regarder le produit brut, oui. donc les fluides d'injection. Ensuite, on a fait des observations in vitro, c'est-à-dire qu'on mettait du sang d'une personne non vaccinée, en l'occurrence celui de Sébastien ou le mien,
dans lequel on rajoutait quelques gouttes d'injection et on observait en temps réel ce que ça donnait. Et la Alors, troisième phase, c'était des observations in vivo. Oui. L'injection, c'était lequel des patients? C'était Le plus qu'on a travaillé, c'est l'ASAG. On a observé les quatre types d'injections qui étaient autorisés en Europe. oui. Et dans nos différents films, on explique un petit peu les différences qu'on peut observer chez les uns et les autres, sans forcément nommer les laboratoires parce que ça ne nous intéresse pas, puis on n'a pas forcément envie d'avoir des procès avec eux. Et là, c'est une observation qu'on… Elles sont significatives, ces différences entre les différents vaccins ou pas? Oui, on en parlera plus tard, mais oui, il y a une différence. Sur l'effet du sang, il y a une différence, une vraie différence, qui est non seulement observée in vitro, mais qui est aussi observée in vivo, chez des patients qui ont reçu qu'un seul type de vaccin. On arrive à voir une différence. Et est-ce qu'il y a des patients qui ont mélangé leurs vaccins, qui ont mélangé les marques? Oui, on en a beaucoup. On a plus de gens qui ont fait ça, oui. Et là, par contre, on ne peut rien dire. Oui, c'est encore plus compliqué. Donc là, en fait, on va vous résumer les observations qu'on a faites de syncytium. Alors, syncytium, c'est une fusion cellulaire. Que nous, on appelait fusion cellulaire. Que nous, on a appelé l'année dernière, sur Nextdose 2, on appelait des fusions de cellules, notamment au niveau des globules blancs. Et ça, on n'avait jamais découvert, pardon d'interrompre encore, on l'avait jamais découvert auparavant, ça. Alors, on avait vu, il y avait des fusions de cellules qui avaient été décrites, mais chez les pneumocytes, donc les cellules du poumon, mais pas dans le sang. D'accord. C'est ça. Dans la littérature, en fait, on observe uniquement des fusions cellulaires au niveau des globules blancs, notamment des lymphocytes, pour les personnes atteintes du VIH. Ça, c'était très connu. Oui. Depuis le début du coronavirus, on a des publications qui sont sorties sur des syncytiums de cellules du poumon, comme vous disiez, Sébastien. Donc, c'est encore quelque chose à part. Mais des fusions cellulaires, comme on va vous le montrer là, de polynucléaires neutrophiles, ça n'est pas décrit dans la littérature. Donc là, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et là, on va vous préciser que nous, on a observé ça in vitro, puis après in vivo, et uniquement chez des personnes qui avaient été vaccinées. Jamais chez des personnes qui avaient eu le Covid. D'accord? Oui, oui, oui. Donc, on peut bien comprendre qu'en fait, ce n'est pas la protéine en lui-même qui va déclencher ces syncytiums. Ce n'est pas qui va engendrer ce phénomène de syncytium, sinon on en verrait chez tout le monde. C'est là, donc on observe qui est donc artificiel. Alors, pas obligatoirement. Ça peut être la protéine qui est fabriquée par les vaccins. Ça peut être aussi d'autres composants du vaccin qui créent ça. D'accord. Donc là, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, ça sera vraiment très complexe. Dans notre livre, on donne quelques informations supplémentaires là-dessus. Oui. Mais effectivement, on n'est pas persuadé que ce soit la personne qui génère ça. Sinon, en toute logique, on devrait en observer aussi chez les personnes qui ont juste eu le niveau et qui n'ont pas eu de vaccin. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester prudent encore sur les interprétations de tout ça. Là, on est du coup sur deux types d'observations. Sur la colonne de gauche, vous allez avoir ce qu'on appelle les états frais. Donc là, on est sur du sang vivant. On prend une goutte de sang au bout du doigt et on va le mélanger avec et l'observer en temps réel. Et on va regarder au bout de 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à 3 heures, pour voir comment ça évolue. Et à droite, vous avez tout ce qu'on appelle les colorations au Megrenbach-Gemsa, qui nous permet justement de caractériser quel type de cellules on va observer. Et qu'elles se font et où elles se situent. Oui. Voilà. Donc au départ, comme on le voit ici à 0 minute, le sang a été injecté, mais il n'y a pas encore d'effet. Donc on a un sang qui est harmonieux avec des globules blancs à peu près répartis sur la lamelle de façon logique. On a un peu à droite, un peu à gauche, quelles que soient les familles de globules blancs. Sur Omegranval, on voit très bien qu'on a un polynucléaire neutrophile en bas à droite, qu'on a un monocyte en haut à gauche. Donc rien d'illogique et rien d'anormal. Donc au bout de 45 minutes, là par contre, on commence à constater qu'il y a alors plusieurs choses qu'on peut observer. Au niveau des globules rouges, il y a ce qu'on appelle des échinocytes, des petites pointes sur les globules rouges.
Ça, c'est un phénomène qui est parfaitement normal quand on regarde le sang dans le temps. D'accord? Nous, on observe le sang sur un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Et en fait, on observe qu'au fur et à mesure du temps, comme il est sur un milieu qui est C'est pas le sien. pas le sien, hein, il va y avoir une oxydation autour de la lamelle, etc. Donc les cellules sont en souffrance. Les cellules sont en souffrance, du coup, elles vont se transformer légèrement. Donc ça, c'est pas du tout pathologique. Hein, d'accord? D'accord. Sur les globules rouges, en tout cas, c'est tout à fait Pour normal. Par contre, on observe ici, en transparence, des globules blancs qui commencent à être légèrement déformés et qui se regroupent, voire qui ont commencé légèrement peut-être à fusionner. Et sur la partie de droite, on constate qu'en fait, il s'agit de polynucléaires neutrophiles, parce qu'ils sont polylobés, ils ont comme s'ils avaient plusieurs noyaux, et on en observe du coup là, ici, 5 sur cette planche. En continuant l'observation, à 60 minutes, là, ben, à l'état frais, sur la gauche, on observe vraiment une grosse fusion cellulaire, un gros syncytium, avec probablement aussi un amas de plaquettes. Et à droite, on constate là aussi qu'on a un amas de globules blancs qui sont tous des polynucléaires neutrophiles. Avec même la membrane qui tend à s'effacer. Voilà, c'est impressionnant l'organisation de ces cellules qui se déplacent. Oui. Qui se déplacent et qui vont au bon endroit pour se regrouper ensemble. Et ça, c'est absolument pas naturel. On l'observe jamais chez une personne qui n'a pas été douce. Jamais on a observé ça. Quel est le phénomène? Quel est le phénomène? Oui. C'est par chimie, hein, c'est par chimotactisme. Les cellules se regroupent pour lutter ensemble. D'accord. Donc, on suppose que c'est ça. Là, à 80 minutes, ben c'est pareil. Bon, cette image, elle n'est pas fabuleuse en termes de colorimétrie, mais on a une grosse masse qui est donc complètement fusionnée. On voit sur le bas, en bas à droite de l'image, qu'on a vraiment les membranes des cellules qui sont en train de disparaître. Et au milieu, on n'a plus du tout de membrane. En fait, il s'agit d'une seule et même cellule qui est en train de se former et qui est vraiment, pour le coup, très, très grosse. Et toujours à 80 minutes, on s'aperçoit que même les plaquettes ont tendance à se regrouper pour faire des amas. Et là, voilà, ce qui est intéressant, la coloration, c'est qu'on observe cet amas de plaquettes. Oui, oui. Qui se retrouvent proches de tous ces polynucléaires. Sans vraiment de raison particulière. Alors effectivement, étant donné qu'on est in vitro, logiquement, on ne devrait pas avoir de signal alarmant comme quoi il y aurait une plaie à boucher, etc. et avec un recrutement de plaquettes. Donc cette agglutination-là est très, très surprenante. Maintenant, on sait que ça colle quand même pas mal avec la clinique puisque les gens ont eu des problèmes de thrombose veineuse et voire artérielle. Oui, qui sont placés dans les effets invisibles. Oui, bah oui, oui. Exactement. Et pour conclure cette observation-là, on a, au bout de 3 heures, ben, grosso modo la même chose. Hein. On a des cellules qui ont complètement fusionné, qui se retrouvent être très, très grosses. Hein. Un globule blanc, c'est à peu près de la même taille qu'un globule rouge, hein, on peut voir là. Oui. Donc, toutes ces cellules-là sont déjà des syncytiums. D'accord? Elles sont anormalement grosses, elles ont déjà fusionné avec d'autres cellules. Et on voit ici que, encore une fois, qu'on a des polynucléaires neutrophiles. Et ici, on ne le voit pas très bien, mais c'est un amas de plaquettes. Le deuxième phénomène qu'on observe, aussi au bout de 3 heures, on ne l'observe pas avant, c'est ce possible phénomène de nétose. Donc là, on a une sorte de toile d'araignée qui se forme avec des petits trous là. Donc, c'est vraiment comme une filet de pêche. La nétose est décrite comme étant un suicide de la cellule du polynucléaire neutrophile. Ouais. En fait, c'est le dernier recours pour la cellule pour pouvoir se défendre. Si elle n'a pas réussi à éliminer le pathogène, elle va exploser pour, avec son ADN, pouvoir former une sorte de piège pour les intrus. Alors, quand elle explose, quand elle explose, ça se manifeste. Qu'est-ce qu'on voit sur les images? Ben justement, on est arrivé, alors on ne les a pas là, je crois pas, pour voir les nétoses par cellule. Si, sur une des prochaines vidéos. On verra quelques cellules qui ont explosé avec vraiment, de façon caractéristique, une nétose telle que la littérature le décrit. Oui. Donc là, effectivement, on a
notamment avec Anne-Marie, qui nous a lancé sur cette piste, effectivement, on est sur fortement probablement un phénomène de nétose. On n'a pas une confirmation parce qu'on n'est pas des biologistes ou des experts en la matière. C'est un phénomène qui est très peu connu parce que ça doit faire que 5 ou 6 ans que c'est référencé dans la littérature. Oui. Donc, les personnes qui ont fait des études il y a 15 ou 20 ans ne connaissent même pas en fait, ce phénomène-là. Oui. Donc voilà, ça mérite à être un petit peu plus exploré. En tout cas, même si ce phénomène-là n'est pas une nétose, ça pourrait être d'autres choses. On observe, nous, chez les personnes qui ont été des phénomènes de nétose assez sporadiques sur une cellule qui clairement explose. Donc voilà, là pour cette… Alors cette nétose sous forme de toile d'araignée, on l'a retrouvée bien sûr chez des patients aussi, hein. Mais c'est pas systématique parce que c'est trop long. Parfois l'agression a eu lieu il y a trop longtemps et que l'organisme a probablement déjà réparé tout ça. Alors, je vais essayer de voir si on peut… Alors, dans l'idéal, bien sûr… Pardon ? Je dis, c'est grâce à vous qu'on a découvert ce mot de nétose dans l'émission que vous aviez faite en juin avec moi et Anne-Marie. Et c'était vraiment étonnant. Hein. C'était Nextdose 2. Nous, on avait appelé ça au départ filet de pêche parce que ça nous fait penser à une filet de pêche ou à une toile d'araignée. Et Anne-Marie avait précisé que c'était une nétose. Oui. Alors, bien sûr, dans l'idéal, ce qui nous paraît évident, c'est d'arriver à filmer tout ça. Parce que le prouver en séquentiel dans le temps, c'est une bonne chose. Arriver à filmer la chose, ce serait parfait. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire à force d'insister et de patience. On est arrivé à prouver qu'effectivement, il y avait une fusion cellulaire qui était filmée. On va montrer pour la prochaine vidéo. Alors, si ça passe, alors ces observations, vous les avez cherchées ou bien c'est le hasard? Non, c'est le hasard. Alors, c'est le hasard, oui, parce qu'on a fait la démonstration, enfin, l'observation, mais c'est les colorations du Milgram valve qui nous ont permis de mettre en évidence que c'était une nétose. Voilà. C'est génial. Il y a toujours une part de hasard, parce qu'effectivement, là, pour tomber sur la fusion cellulaire en direct, comme on a filmé là, ce que vous allez voir juste après, c'est pas évident. Ouais, mais c'est pas du hasard. Non, c'est pas du hasard. Là, on l'a cherché. Par contre, sur la lamelle, si vous voulez, on a peut-être 10 écrans en largeur et en hauteur. Et donc, il faut tomber sur le bon endroit pour savoir où va avoir lieu cette fusion. Donc, c'est quand même pas simple. Il faut attendre 1h30 à 2 heures pour avoir le phénomène. Donc, effectivement, il faut aussi avoir pas mal de feeling et de patience. Oui, c'est là qu'on salue votre patience. Ouais. Surtout que vous avez un très bon microscope, effectivement, mais qui n'est pas non plus à la définition la plus importante parmi ceux qui existent. Bien sûr. C'est un microscope qui nous a coûté 6 000 € plus l'installation et tout. On n'est pas loin de 10 000 €. Mais alors, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais je veux dire par là, n'importe quel laboratoire peut le faire. Oui. Mais il fallait de l'acharnement, de la patience que vous avez eue et savoir le mettre en image aussi pour nous le faire partager. Bravo. C'est lui le coupable. Bravo. Alors, est-ce qu'on peut voir la prochaine vidéo? Je ne sais pas, est-ce que ça passe ou pas là? Bon, ben là, à côté des films que tu fais derrière ton microscope, tu dois pouvoir passer l'image. Non, je l'ai mis en file d'attente, mais je ne sais pas si on peut te lancer comme ça ou pas. Ouais, super. Oui, ça marche, c'est très bien. Donc là, on observe en fait la formation d'un syncytium en direct. On a déjà une grosse masse en bas qui semblerait être un syncytium qui existe déjà, mais ça, c'est déjà au bout de 2 heures d'observation. Hein. Et on observe les autres cellules blanches qui vont venir se rapprocher les unes après les autres et finalement accepter de fusionner et de mettre les membranes cellulaires en commun pour que le cytoplasme de l'un passe dans l'autre. C'est fascinant. C'est fascinant. Oui. Le phénomène est vraiment fascinant. La membrane disparaît après, il reste qu'une membrane. On va la voir, ouais. Alors là, c'est sur la 3e cellule qui a juste en bas, en dessous de la grosse cellule blanche qu'on voit au centre. Il y a une plus petite cellule qui est collée. Et petit à petit, on va voir le cytoplasme qui va pénétrer dans la grosse cellule et tout le contenu, en fait, qui va se diffuser petit à petit. C'est fou. Donc, on a vraiment une déchirure dans la membrane qui va se créer.
et le contenu de la cellule qui va être transvasé dans ce syncytium qu'on voit au centre, dans cette cellule. Alors là, on a un peu ralenti la vidéo pour que chacun puisse voir et s'imprégner de la situation. Et après, je crois qu'on fait un visionnage un peu rapide pour qu'on voit la dynamique cellulaire. Oui. Tout à fait. En temps réel, c'est assez lent. On a, je ne sais plus exactement, mais en gros, ça dure dans les 5-6 minutes. Et en fait, il faut vraiment, quand on accélère un petit peu la vidéo, on voit vraiment qu'il y a un relargage du flux du cytoplasme qui est clairement visible. Et puis après, on a la membrane qui se reforme pour reformer une cellule plus ou moins sphérique. Oui. Donc voilà, c'est. Mais on se retrouve quand même avec un syncytium qui a plusieurs noyaux. Oui. Tout à fait. Et ça, c'est un gros problème. Techniquement, une cellule n'est pas faite pour fusionner avec d'autres. Elle est toujours faite pour se diviser et pour reproduire exactement la même cellule. Est-ce qu'on sait jusqu'à combien de noyaux peuvent être ensemble? Alors, nous, in vitro, on en a compté plus de 35, mais c'est in vitro. In vivo, on a trouvé parfois 10. Mais là aussi, on peut mettre un bémol sur le in vivo parce que des fois, on observe des choses in vivo qui sont discutables. Quand je regarde le sang qui a été prélevé dans un tube à essai, il y a déjà, un déphasage. Les globules blancs ont tendance déjà à se regrouper entre eux sur un tube à essai. Donc, qu'est-ce que j'observe? Est-ce que j'observe la réalité ou est-ce que j'observe en fait un déphasage? Parfois, c'est pas facile à élaborer et à comprendre. D'où l'appel. On reste prudent parce que nos observations restent des observations et ne demandent qu'une chose, c'est à être confirmées. Voilà, d'où l'appel que vous faites aux scientifiques. Oui, d'ailleurs, on a mis sur notre réseau, on a mis le mode opératoire pour que chacun puisse refaire à l'identique ce qu'on a fait et peut-être nous montrer qu'on s'est trompé. Oui. Alors, quand on a fait ces mêmes observations, non pas avec de l'ingénierie messager, mais avec de l'ADN recombinant, on a obtenu des choses assez surprenantes parce qu'on s'attendait aussi à avoir des fusions. En fait, ce sont des fusions incomplètes. On va les montrer, on va vous les faire voir. On voit clairement que les globules blancs se regroupent, se font des bisous en quelque sorte, et puis ont tendance à fusionner, mais la fusion se défait. Et chaque cellule retrouve son identité, sauf qu'au passage, elle a embarqué une partie du matériel du cytoplasme avec elle. Ouais. Donc les cytoplasmes sont mélangés. Oui. Et ça, par contre, on le retrouve clairement chez les patients. On vous fera une vidéo par la suite. On voit clairement que tous les globules blancs ont des structures vraiment étranges. Donc à la fin, vous avez des cellules parfaitement individualisées avec à l'intérieur un cytoplasme mélangé. C'est ça? Si ce n'est que le cytoplasme, c'est ça. Mais possiblement, il y a un morceau du noyau qui est allé avec. Là, on ne peut pas le dire. Donc là, sur cette vidéo, on observe un premier globule blanc en bas et un deuxième globule blanc en haut. Là. Oui. Entre les deux, on voit qu'il y a une déformation du cytoplasme. Oui. En fait, il s'étire. Et c'est comme s'il y avait un point d'ancrage sur le premier globule blanc. Et on voit très bien, alors pas trop que je touche sur l'écran, sinon ça. Voilà. On voit très bien qu'il y a le cytoplasme qui passe d'une cellule à l'autre par la sorte de cordon en fait qu'on observe. Voilà, là on le voit très bien. Il y a donc du ribosome qui circule, il y a certainement de l'appareil de Golgi et compagnie. Tout est en train de passer chez l'autre, on ne sait pas dans quel sens. Et les ressorts là qu'on observe un peu partout, colorés en rose. Alors, les ressorts, tu veux dire les petits points qui rebondissent? Non. Oui. Non, oui. Pas les petits points, là, ce qui se déplace là à droite, là, à toute allure, qui descend. Ce sont des globules rouges après, tout autour. D'accord. On est dans du sang, donc c'est in vitro par contre, mais donc on a des globules rouges un peu partout, d'accord, qui sont regroupés en piles d'assiettes. Hein. Oui, et on ça. a ici des globules blancs qui sont à moitié fusionnés. Oui. Donc il y a une partie du globule blanc qui est attachée à l'autre et il y a du cytoplasme qui passe de l'un à l'autre. Et par moment, on voit qu'il y a un morceau d'un globule blanc qui est arraché par l'autre. Donc là, c'est la deuxième fusion qu'on observe avec ce type d'injection à ADN. Donc, ce n'est pas de la RHC, c'est un autre type de vaccin.
Et on a du coup pas tout à fait les mêmes observations. Ce qu'on appelle nous des fusions incomplètes ou des fusions complètes, mais ça ne fait pas des syncytiums qu'on a pu le voir avec la SNRG. D'accord. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'on l'observe du coup là, ici, in vitro. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que vraiment c'est reproductible et qu'on l'observe aussi chez les personnes qui ont été Mais bien sûr. Et malheureusement, ben oui. Donc c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, qu'on essaye de faire savoir. Il y a très très peu de laboratoires qui ont conscience de ça, donc il va falloir que les gens prennent conscience de ce phénomène-là et puis qu'ils fassent surtout des observations de sang vivant, de sang frais. S'ils ne font pas d'état frais, ils ne verront jamais ce phénomène-là. S'ils ne font que des frottis, ils ne le verront pas. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment primordial. Aujourd'hui, la plupart du temps, les prélèvements sanguins sont observés par des machines. Et ce sont des lasers qui vont comptabiliser le nombre de cellules, etc., voire des déformations éventuellement. De temps en temps, il y a des vrais laborantins qui vont regarder un petit peu le sang, mais la plupart du temps, ils vont faire des frottis sanguins. Ils ne vont pas regarder des états frais. Laborantin ou biologiste. Hein. Voilà, c'est surtout des biologistes qui vont regarder aussi. D'accord. Mais nous, on demande vraiment à ce que les personnes qui font ces travaux-là fassent des états frais et regardent en temps réel ce qui se passe. Et là, vous allez avoir vraiment des surprises. Pour nous, c'est vraiment important qu'on prenne conscience de ce phénomène-là. On l'observe uniquement chez les personnes qui ont été infectées. On veut vraiment insister là-dessus, in vitro ou chez les personnes infectées, et jamais chez des personnes qui n'ont pas reçu les vaccins. Même si elles ont eu le Covid, mais que la maladie. Oui, oui. Même si elles ont eu la maladie. C'est l'injection qui fait la différence. Donc là, maintenant, on va vous montrer le sang d'une personne qui a été injectée, chez qui on retrouve les fameuses fusions imparfaites. On retrouve aussi d'autres choses dont on a déjà parlé, notamment du graphène, mais le point d'observation essentiel, c'est de voir les fusions. Et vous allez voir l'aspect morphologique des polynucléaires, c'est vraiment étrange. Je dis polynucléaire, je ne sais même pas ce que c'est. C'est bon pour le partage là? Oui, oui, c'est parfait. Okay. Donc voilà, on a des éléments de type graphénique. Donc on a des longs filaments qu'on attribue nous à du graphène, effectivement. Ce n'est pas du tout des parasites, ça ne bouge pas, ce n'est pas non plus des poussières. Donc ça, c'est assez classique chez les personnes qui ont été infectées. Oui, parce que c'est oui. C'est ce qu'on vous a dit, que c'était des poussières, évidemment, quand on veut pas. On y a eu droit. On nous l'a dit très souvent, encore aujourd'hui. C'est vrai en plus. Le mot graphène est un mot qui fâche. Et là, on commence à observer des globules blancs. Donc déjà, vous voyez qu'ils ne sont plus tout à fait comme on vous les a montrés sur la première image au tout début. Ils sont déformés, ils ne sont plus du tout sphériques. Très, très actifs. Ils sont assez gros en épaisseur, en taille. Il y a une activité importante. Oui. Donc, on voit que ça bouge à l'intérieur. Quand on dit qu'il y a une activité, ça veut dire qu'il y a plein d'éléments qui sont en train de bouger à l'intérieur. Ce ne sont pas des globules blancs qui sont morts. Ils ont, à mon avis, plus du tout la même fonction qu'avant. En tout cas, plus les mêmes fonctions. Et on observe beaucoup de déformations. Donc là, en fait, ici, il s'agit d'un homme de 61 ans qui a reçu 2 injections à hydrocarbures recombinants. C'est une observation qu'on a fait très, très récente. La personne est très fatiguée. Il y a eu pas mal de petites… Et cliniquement, ça parle. Il ne se sent pas complètement en pleine forme, pas du tout. Ben oui. Parce que en temps normal, en cas d'infection, qu'elle soit une maladie ou une blessure ou n'importe quoi, il y a une augmentation des globules blancs qui entraîne de la fatigue, toujours. Et là, une infection généralisée, une infection large. Oui. Mais les globules blancs se multiplient mais ne changent pas de forme. Tandis que là, ils changent de forme, c'est ça. Ils changent de forme, ouais. Ils changent de forme et en plus, on pense qu'on a ici aussi des syncytiums qui ont été plus ou moins des fusions incomplètes, comme on appelle. Donc, on pense qu'il y a 2 globules blancs qui ont fusionné et qui se sont séparés et qu'il y a un morceau du premier qui est resté sur le second qui fait qu'il y a une déformation sur le premier. Bon, c'est un peu complexe dans le détail, mais ça confirme vraiment notre observation in vitro. Non, mais là, on comprend. Voilà, j'ai fait pause ici parce qu'on observe en colorant son sang
ici, par exemple, on a vraiment une cellule qui Explose. explose. Et donc, c'est ce qu'on appelle une nétose. Et ça correspond vraiment beaucoup à ce qui a été observé par le passé et ce que décrit la littérature scientifique à propos de la nétose. Ici, on retrouve des cellules donc, de lymphocytaires, mais aussi des cellules avec un cytoplasme énorme, ce qui pourrait tout à fait correspondre à un échange de cytoplasme. On Voilà. le voit surtout là, voilà. Là, il y a un cytoplasme qui est très très gros autour du Le noyau est vraiment atypique. Ici aussi, complètement déformé, et vraiment une cellule qui est très très grosse et avec un cytoplasme énorme, c'est pas du tout logique. Donc on a quand même des déformations cellulaires sur les globules blancs qui sont très très significatives. Et là aussi, on ne demande pas mieux que d'être épaulé par des hématologues. Donc ça demande à être confirmé et observé. Encore une nétose. J'imagine que d'exploser. c'est très net. Hein. Quelle belle image. Oui. Bon, là aussi, moi, ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc ça, c'est assez surprenant quand on observe ça chez une personne. Ah mince, je n'ai pas laissé jusqu'à la fin, c'est pas grave. Il y avait une superbe image à la fin. Tant pis. Donc oui, je disais que là, c'était quand même assez surprenant d'observer ça chez des personnes qui ont été J'imagine que vous les avez montrées, ces images, à des… Eh oui, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger parce que le patient ne se laisse pas faire et qu'il cherche à savoir. Donc, il a fait voir son médecin qui lui-même demande une expertise hémato. Très bien. Donc, et ça vient. Il y a un retour déjà? Non, ça date d'aujourd'hui, tout ça. Oui, d'accord. Quand on vous dit que c'est récent, c'est très récent. Merci pour… L'observation date d'il y a 2 jours et le retour date d'aujourd'hui. Merci pour la primauté. Oui. Alors là, on va regarder du syncytium in vitro. In vivo, pardon. Donc là, c'est pareil, d'autres observations chez des personnes qui ont été vaccinées. Alors là, c'est pareil, ces vidéos sont à regarder avec prudence parce qu'on peut avoir un biais d'observation du fait que le sang est arrivé dans les tubes et qu'il y a forcément dans les tubes un phénomène qui fait qu'il y a un déphasage. Les globules blancs se regroupent entre eux en haut. Donc, c'est possible qu'on soit tombé sur un déphasage. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette possibilité-là, parce qu'on ne l'observe pas chez les personnes qui n'ont pas été ici. Mais bon, effectivement, il y a toujours des biais d'observation. Alors, ça mérite d'être approfondi par des vrais professionnels, mais on a quand même des choses qui sont assez surprenantes. Après, oui, on a quand même une petite idée. Oui. C'est vrai qu'on préfère rester prudent en général, mais quand ça fait 10, 15, 20 fois qu'on a les mêmes images avec les mêmes personnes, oui. avec les mêmes… On salue votre modestie qui vous incite à la prudence, mais ce n'est pas une raison pour ne pas avoir de réponse des scientifiques. Ça, c'est vrai. Mais je pense que les réponses vont venir, parce que là, maintenant, ça devient un peu trop flag. Ça a été prouvé du point de vue in vitro, donc je pense qu'on peut se poser la question, au moins in vivo. Il faut être patient. Dans tout ça, il faut être patient. Et puis, on verra qu'après, on apporte d'autres éléments de compréhension qui, elles, par contre, ne sont pas discutables. Oui. C'est curieux quand même, cette forme cellulaire-là. On dirait des hexagonales, on dirait des… En Provence, on dit des malons. Un petit carré de Alors oui, parce que le globule rouge, comme il n'a pas de noyau, il peut se prendre dans des formes tout à fait variées, parce qu'il a besoin de voyager dans des capillaires qui sont très fins. Donc, c'est normal qu'il puisse se déformer et prendre des formes un petit peu atypiques. D'accord. Et lorsqu'il y a un amas de plaquettes en cas de thrombose? Alors, on a fait plusieurs vidéos et plusieurs films et plusieurs photos à ce sujet, mais c'est toujours difficile d'interpréter ça. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de plaquettes agglutinées chez les patients qui ont été agressés. Ça, on le voit très clairement, très facilement. Mais de là à l'interpréter, c'est plus compliqué.
Donc, à nouveau, appel aux scientifiques. Manifestez-vous. Oui. On a quelques personnes qui commencent à nous soutenir, hein. Donc, c'est bien, ça a porté ses fruits, mais c'est vrai qu'on manque encore de certaines personnes qui auraient des compétences transverses pour pouvoir nous appuyer et confirmer, Oui, mais interpréter certaines choses. je crois qu'il faudrait aussi en même temps faire appel aux patients qui sont victimes des effets secondaires à se Tout à fait. manifester de plus en plus. Et malgré tout, il y en a malheureusement. Oui, il y en a. Aujourd'hui, Il y en a. c'est un petit peu notre objectif aujourd'hui. C'est ce qu'on essaye de faire aussi, de mobiliser, de responsabiliser les personnes pour qu'elles fassent remonter à la pharmacovigilance leurs soucis, mais aussi que derrière, elles commencent à monter des procédures juridiques. D'ailleurs, nous, collectif ou autre. on a décidé de faire des observations sanguines uniquement chez les gens qui ont des et qui ont porté plainte. Oui. Qui sont dans cette démarche-là. Et on incite les autres à le faire parce qu'il y a un collectif, il y a un gros collectif au niveau européen qui regroupe le collectif du CSAPE, vous connaissez certainement. Mais qu'on connaît, oui. Tout Et puis à fait. WABT de Joseph Trito, les deux se sont regroupés et rassemblent toutes les plaintes des patients de façon à porter plainte pour crime contre l'humanité au niveau de la Cour européenne. Et ça, il faut augmenter, il faut qu'il y ait de plus en plus de plaintes, de rapports. Et Tout à fait. pour sa part, Tout à le fait. CS. Et il y a même une première plainte à poser qui est facile en plus, c'est quand on a été injecté, curieusement, on développe le Covid dans les jours qui viennent. C'est déjà une preuve que le produit n'est pas sain. C'est déjà un effet secondaire. Bien sûr. En plus, facile à tracer puisque administrativement, il est tracé. Oui, mais ça, les gens ont du mal à comprendre ça. Ils se disent, bon, je suis vacciné, je l'ai attrapé, mais bon, ça aurait été plus grave si j'avais pas été vacciné. J'ai pas fait la forme grave, ouais, c'est ça. Oui, mais non. Il faut qu'ils restent jusqu'au bout de l'interview pour qu'on puisse leur montrer qu'il n'y a pas que ça. On va continuer avec une vidéo sur ce qu'on appelle les filaments transparents. Donc là, c'est in vivo, donc chez des personnes qui ont été infectées. Et donc, ces filaments transparents, on en observe beaucoup, de plus en plus. Ils ont différentes formes, différentes tailles. Mais il y a toujours une chose qui est identique, ils sont systématiquement semi-transparents. Voilà. Là, un tube qui est parfaitement transparent, puisqu'on voit même les globules rouges qui se sont empilés dedans. C'est incroyable. Ça, ce sont des nanotubes, enfin microtubes de carbone. Probablement de carbone. Oui. On suspecte bien sûr le graphène. Avec les cellules à l'intérieur. Oui. Oui. Alors, soit sur tranchant, soit de face. On l'a observé 2 fois. Et ça, c'est intéressant de voir ces tubes. Parce qu'en fait, quand on nous dit que c'est une poussière, des poussières qui sont creuses et qui permettent à des globules rouges de rentrer dedans, pourquoi pas, mais ça me paraît peu probable. Ça me paraît très peu probable. Par contre, ça correspond exactement à la configuration de ce qu'on appelle un nanotube de carbone. D'accord? C'est exactement la configuration qui est assimilée. Pardon? C'est un scoop, ces images. Tout à fait. Ça, c'est dans Nexus 3. Ce sont des images qu'on a diffusées aujourd'hui dans notre 3e film. Ce sont des images assez époustouflantes. On l'a observé chez 2 personnes aujourd'hui. Le même type de filaments transparents avec des globules rouges dedans. Incroyable, incroyable. Alors, c'est forcément, comme vous avez un tube et qu'il y a un brassage cardiaque dans le sang, ça force les cellules à rentrer dedans. Oui. Donc là, c'était une petite compilation de ce qu'on peut trouver assez fréquemment chez les personnes infectées. De temps en temps, on va en trouver chez des personnes qui n'ont pas été vaccinées. D'accord? Par contre, ils vont être toujours beaucoup plus petits, très très fins, et surtout, on en trouve 1 ou 2. Et ça vient d'où? On en trouve très très peu. Alors, chez une personne médicinée, on va en trouver beaucoup. 5, 6, 8, 10, des fois parfois plus. Et extrêmement long. Alors, ça vient d'où? Ça, c'est vraiment la question. Est-ce que ça vient de l'eau? Est-ce que ça vient de l'air? C'est l'effet shading, le fameux effet shading, peut-être? On ne sait pas. On en a trouvé chez nous, surtout au début de la campagne. On en a trouvé chez nous. Au tout début, on n'en trouvait que chez les personnes vaccinées. Et au bout de 2-3 mois, on a commencé à en trouver quelques-uns chez les personnes qui n'avaient pas été vaccinées.
Ça ressemble à l'effet Aujourd'hui. shading, non? Oui, Donc, ça ressemble à l'effet shading, tout Oui, à oui. fait. Mais aujourd'hui, Mais chez nous, il n'y en a plus. On a pris ce qu'il fallait pour s'aider, vitamine C, vitamine D, et il n'y en a plus. et du NAC aussi, qui est intéressant. Et du zinc. La N-acétylcystéine, qui est très intéressante. Enfin, les classiques, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un phénomène qu'on aimerait bien Éclaircir. sur lesquels qu'on aimerait bien éclaircir, sur lesquels on aimerait bien avoir un retour de scientifique, parce que quand on nous sort c'est une poussière, bon ben c'est juste Non. quoi, parce que on observe ça dans tous les pays du monde, avec toutes les personnes qui ont des microscopes du plus basique au plus pointu, et pour nous ça tient pas la route. Le fait de nous dire c'est une poussière, ça tient la route peut-être un jour ou deux, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, voilà les mêmes fibres qu'on a été, qu'on a pu faire voir à d'autres personnes qui ont d'autres compétences et qui ont sorti des images de cette même fibre au microscope électronique à balayage. Voilà. Là, voilà. Donc là, c'est une image aussi qui est assez surprenante. Alors, l'avantage de ce microscope, c'est que ça donne une impression de 3D. On la voit pas encore, l'image. Ah, tu vois pas? Non. Hop. Voilà, merci. Ah, voilà, d'accord. Donc, elle est quelque peu surprenante, hein. On a la même fibre, comme ça, torsadée, Ouais. dont on ne comprend pas grand-chose d'ailleurs. Au premier plan, on observe vraiment les globules rouges qui sont étalés sur la lame, Oui. ici et ici, un petit peu autour. Mais en C'est fait, énorme. on n'en observe pas autour de cette structure parce que Sébastien, il a raclé tout le sang qu'il y avait en haut et en bas de ce filament Pour isoler la fibre. pour essayer Oui. d'isoler que cette fibre. D'accord? Oui. Et quelle est la taille par rapport aux cellules? Alors, on a l'échelle en bas, là, on est à 20 micromètres. Non, Donc mais là, la taille, la proportion entre un globule ou rouge ou blanc et cette forme filamenteuse. Ben, disons qu'un globule rouge fait à peu près 8 micromètres. Oui. La fibre là qui est sous les yeux, bon, ben voilà, on est plutôt sur 120 micromètres. Ah oui, d'accord. de long 120, 140 micromètres et d'épaisseur entre 10 et 15 Oui, à peu près. on peut comprendre que ça puisse interagir avec la coagulation et le flux sanguin. Donc là, on est sur un filament qu'on a observé in vivo, donc chez une personne qui a été D'ailleurs, ces filaments ne sont jamais retrouvés in vitro, hein. Oui, voilà. c'est ça que l'on retrouve, on en avait parlé quand des personnes sont décédées et qu'on enlève leur sang et qui sont sous forme de grillage comme ça avec des particules C'est probable. Ouais, c'est métalliques. probable. Et je ne comprends pas que les gens qui ont trouvé ça n'aient pas fait une anapate de ces tissus, tout simplement, Ben oui, pour voir ce que c'est, si c'est d'origine biologique ou d'origine autre. ouais. Bon, nous, on est convaincus de toute façon, c'est une structure qui est parfaitement synthétique. Semi-synthétique en tout cas. Il y a peut-être une partie biologique. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait nos colorations au Megran Giemsa, il y a 3 bains successifs. Et le premier bain, c'est un bain d'éthanol. De méthanol. De méthanol, pardon. Oui. Et donc, il est possible que ce bain de méthanol ait tendance à dissoudre la fibre. D'ailleurs, on ne la retrouve jamais au On n'a jamais observé aucun filament dans toutes les observations qu'on a pu faire à la coloration au Megran Giemsa. D'accord. Donc, elle est à probablement chaque fois qu'on fait un frottis sanguin avec une coloration ou MGG, on n'a jamais la moindre fibre. Oui. Donc, pour preuve que c'est pas une poussière, sinon on en aurait de temps en temps avec Bien cette sûr. coloration. Ouais. Et en plus, pour preuve que pour nous, c'est du domaine du synthétique, puisqu'apparemment, ça se dissout dans le méthanol. Oui. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut interpréter un petit peu les choses avec les centaines d'observations qu'on a pu faire. Donc, on attend toujours qu'il y ait des explications de nos chers scientifiques, mais ceux qui nous accompagnent sont convaincus qu'on a du lot. C'est pas juste pour faire le buzz, c'est pas un délire dans notre tête. C'est vraiment réel. Ben oui. Et vous Voilà. avez fait une autre expérience aussi avec les adresses MAC.
Oui, c'est Oui. ce qu'on va voir juste après. Ça va Merci. être, on a trois petites choses à voir. Donc, on a va compris enchaîner là-dessus. rapidement que les gens qui étaient intégrés avaient tendance à émettre ce qu'on appelle une adresse MAC. Je laisse la parole à Guillaume qui est plus spécialisé dans le domaine. Voilà, je vous partage l'écran, comme ça, j'aurai pas grand-chose à faire. L'adresse MAC, c'est un numéro unique qui Tout à fait. identifie un appareil connecté à un réseau ou à Internet. Merci, Jackie. Ben, j'ai lu. Donc, cette adresse MAC, en fait, effectivement, c'est un numéro unique, c'est un identifiant. Ça permet d'identifier un objet connecté, quel qu'il soit. On va prendre un téléphone portable, une enceinte connectée, des écouteurs, quoi que ce soit qui soit connecté, en fait, qui soit sans fil, a toujours une adresse MAC pour pouvoir communiquer avec un autre objet connecté. Donc, très logiquement, on a cherché à comprendre si la solution toute seule émettait une adresse MAC. Et non, le flacon tout seul n'émet pas d'adresse MAC parce que ce qu'il y a dedans est caché. Ce qu'il y a dedans, on l'a vu dans des vidéos précédentes, il y a des micro-puces. C'est clairement établi. Mais là, on voit qu'en fait, quand on essaie de tester le tube, il ne se passe rien. Tout à fait. Alors, Seb, il va peut-être trop vite en besogne. Quand on a fait Nextbus 2, tout à la fin, dans le générique, on a diffusé des images qu'on ne va pas vous montrer là parce qu'on n'avait pas le temps de tout présenter, qui étaient des images de micropuces, qui avaient aussi été faites au microscope photonique. Donc, ce sont des images qu'ont fait nos collègues. Et on a en fait plusieurs structures rectangulaires. C'est ça. Et qu'on a réussi à filmer nous aussi. Qu'on avait filmé nous aussi dans les flacons purs. Et ces structures-là ressemblent très fortement à des micropuces. On l'a dans le livre, hein, effectivement, mais je ne l'ai pas juste à côté. Et moi, j'en ai un sous les yeux. Voilà. Voilà, Ça. si tu veux montrer l'image, qu'on voit un petit peu. Attends, je vais arrêter le partage, sinon ils ne vont rien voir. Attends, voilà, ça, ce sont des micropuces. En sachant que là, on le voit, il y a comme un film qui recouvre tout ça, un film protecteur. Oui. On commence à comprendre ce que c'est que ce film. Donc, effectivement, on observe ces fameuses micropuces dans les fioles pures. On l'observe également de temps en temps dans in vitro quand on mélange notre sang avec les fioles, on les voit un petit peu flotter. Et on s'est dit, bon, on arrive à avoir cet identifiant unique, cette adresse MAC, chez des personnes qui ont été vaccinées. Et on n'en a jamais chez des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Donc, on s'est dit, a priori, si on prend un flacon de ça devrait générer une adresse MAC. Et en fait, pas du tout. D'accord? Il ne se passe rien. Donc, nous, on n'allait pas rester là parce qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, on a fait un prélèvement sanguin chez une personne qui n'a pas été vaccinée. Oui. On a pris 5 ml de sang dans un tube bleu. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait de façon logique? On a injecté dans le tube la solution. Voilà. Et on a cherché à comprendre. On a mesuré avec des outils qui sont abordables pour tout le monde, mais on a mesuré ce qui se passait. Et donc, au bout d'1 heure et demie, bien sûr, on a fait cette observation au moins à 3 reprises, avec 15 personnes témoins. Et à chaque fois, on a réussi à découvrir qu'effectivement, au bout d'1 heure et demie, le tube commençait à parler. Le tube commençait à émettre une adresse MAC. On va vous montrer la vidéo, puis après, on en rediscutera comme ça. Oui, d'accord. Okay. Alors là, il n'y a pas de son, mais ça va vous montrer. Voilà. Vous allez le faire. Au petit matin, on a fait ce prélèvement. Oui. Dans lequel on a rajouté, du coup, la potion magique. Un vaccin messager, voilà. On a fait une détection d'adresse MAC, et puis là, on n'a absolument rien qui se passe. Mais au bout d'1h30, on commence à avoir un signal qui est émis sur un ordinateur qui est équipé d'une antenne un peu plus puissante qu'un téléphone pour capter les fréquences Bluetooth. Et là, on a un signal qui est à 2,4 GHz. C'est exactement le signal qui est dans la bande de fréquence du Bluetooth.
Et bien sûr, on a eu une adresse MAC. Donc, du coup, sur le téléphone, on refait la détection de l'adresse MAC. Et là, on a une adresse MAC qui est captée par ce logiciel. Et cette Donc, adresse MAC, elle correspond à quel appareil? Et ben voilà. alors, justement, pour vérifier, pour savoir à quel appareil appartient cette adresse MAC, on regarde sur la liste Oui. La liste Oui, c'est une liste officielle de tous les appareils connectés, de tous les objets connectés, qui permet de référencer quel constructeur se cache derrière cette adresse MAC. Oui. Et bizarrement, avec les là, on n'a aucun constructeur. Correspondance non trouvée. Donc, du coup, on n'en reste pas là. On se dit, bon, ben, certes, on n'a pas de constructeur qui soit associé à cette adresse MAC. Maintenant, on va regarder au microscope ce qui se passe. Voilà. Et donc, au microscope, on se retrouve avec des micropuces présentes dans le tube. Voilà, on les voit clairement ici. On a le sang à droite à gauche et au milieu, on voit une micropuce qui flotte. Oui. Ce qui corrobore pas mal les observations d'avant. Ici, on a une sorte de petite Barrette. de petites barrettes, ouais, de petites Voilà. pointes. Qu'on a retrouvé aussi chez des patients. Et ici, on a plusieurs micropuces. Et donc, on s'est dit, bon, c'est intéressant tout ça, ça confirme un petit peu ce qu'on voyait, mais on aurait bien aimé savoir ce qu'est ce petit élément-là, ou ce Ben petit oui. élément-là. D'accord? Oui. Donc, Parce que s'il y a des micropuces, il faut trouver un moyen de communication. si on veut en fait réellement avoir un réseau qui fonctionne, il faut qu'on ait des capteurs. Les capteurs, ce sont les micropuces. Mhm. On a des antennes qui vont permettre d'émettre des signaux et on a un routeur qui va permettre de transmettre ces signaux à l'extérieur. D'accord? Ça, c'est ce qui permet de faire un microsystème. Et aujourd'hui, donc il y a un an, on avait les puces et aujourd'hui, on va vous présenter les dernières images qu'on a montrées dans Nexus 3 et qui sortira, déjà sorti, mais qui sortira. Attends, hop, j'ai un petit bug. Il est déjà sorti en fait le 10 novembre. Ouais. Et on l'a mis sur notre site, www.nexdos.fr. Mais aujourd'hui, on l'a laissé en accès réservé pour ceux qui voulaient un petit peu nous soutenir. Donc, il est à 5 € et on l'a mis en quarantaine. On s'est dit, bon, ben, pendant 40 jours, on le met juste accessible à ceux qui veulent vraiment nous soutenir. Et dans 40 jours, on va le libérer. Ce sera le 21 décembre. Donc, il sera offert gratuitement, diffusé partout sur tous les réseaux sociaux. Cadeau de Noël. Le 21 Cadeau de décembre. Noël. Merci. Alors, cadeau de Noël ou alors cadeau d'autre chose, parce que le 21 décembre, c'est une date, pour certains, c'est une date importante. Pour beaucoup. Et donc, hop, j'essaye de partager l'écran. Ça me donne pas mal de jongler. Voilà. Donc là, voilà, vous allez revoir, on va repartir sur les micropuces au tout début. Est-ce que le partage marche là? Oui, oui, très bien. Ok. Hop, mince, pardon. Petit coup de pub. Voilà. Que c'est mal. Donc là, on est bien sur les micropuces qu'on a montré à la fin de Nexus 2. Alors, ça passe bien dans une seringue, hein, parce que 100 micromètres, c'est pas épais. Hein. Et donc là, ce sont les dernières observations qui ont été faites au microscope électronique à balayage. Voilà. Et qui nous montrent ces fameuses micro-antennes. Et micro-antennes. Carrément. C'est chez le sang d'un patient. Hein. Ça, c'est dans le sang. C'est vraiment in vivo chez un patient. On a ici une antenne de 120 micromètres. Maintenant, une autre micro-antenne de 136 micromètres. Alors, ce n'est pas un balai Swiffer. Hein. Je ne pense pas que ce soit une poussière non plus, mais bon, on attend l'avis des spécialistes. Et là, il y a un petit bug. Je croyais qu'il y en avait une autre. Ah. Hop, hop, hop. Et bien, ce sera, je crois, tout. Parce qu'il me semblait qu'il y en avait une autre, mais tant oui. Et alors, il y en a une autre dans notre livre. Hein. Dans le livre, je suis désolé. Bon, aujourd'hui, ce sera en primeur, vous en aurez deux. Je pense en avoir trouvé quatre. Et parce qu'on ils en ont trouvé plusieurs, bien sûr. Donc voilà, c'est quand même assez surprenant de se retrouver avec ce genre de... Toutes ont la même forme?
Alors, pas tout à fait. C'est pour ça que je voulais vous montrer la dernière, Non. mais je l'ai pas là. Alors, on va faire peut-être. On reviendra. On va se procurer le livre et puis vous reviendrez. Est-ce qu'il y aura un Exdos 4? On espère que non, parce qu'on Voilà. aimerait que les choses soient comprises et qu'on n'ait pas besoin de travailler des années là-dessus. Mais bon, ça dépend pas que de nous. Non, personnellement, c'est pas prévu. On s'était engagé à faire le troisième entre nous. En tout cas, on l'avait annoncé à quelques personnes. Entre-temps, on voulait absolument écrire tout ce qu'on avait vécu ces 3 dernières années. Et donc, on a voulu faire le livre pour pouvoir vraiment poser ça. Puis, on n'est peut-être pas éternel, donc voilà, au moins ça s'est fait. Nexus 3, du coup, on l'a enchaîné à l'automne, là, et on a pu le libérer et le montrer, le présenter ces derniers jours. Oui. Et Nexus 4 n'est pas prévu. Après, c'est pas exclu. On peut faire ça toute notre vie, hein, parce qu'on peut tout à fait explorer d'autres voies. Maintenant, il y aura probablement des rajouts. On aimerait que ce soit que tout le monde puisse guérir et que ce soit sur d'autres sujets. Exactement. Avant que l'on se quitte, parce que je vois que l'heure passe assez vite, est-ce que vous avez fait une différence entre l'initiation dans sa totalité ou, comme on le présente dans certains sites, une partie excipient et une partie diluant? On n'a pas eu la possibilité de le faire parce que les solutions sont déjà toutes prêtes. Oui. Et celles qu'on a utilisées, c'est celles qui ont été utilisées dans le commerce. Ça serait intéressant qu'on puisse vous procurer ça avant le mélange. Ça pourrait. On n'a pas eu accès aux excipients séparément mais c'est vrai que ça aurait été intéressant d'observer uniquement les excipients. Oui, ça serait une piste, ça. Aussi. Tout à fait. Enfin, de toute façon, on comprend facilement que c'est un poison. Donc, pour conclure un petit peu sur cette phase, alors ça c'est clair, on est bien d'accord là-dessus. En tout cas, nous, oui, on confirme que de notre point de vue, on a vraiment affaire à quelque chose de très délétère, donc qu'on peut qualifier de poison, effectivement, vu que ça génère énormément d'agglutination de plaquettes et de dégâts dans le corps à tous les niveaux, au niveau des globules blancs, etc., comme on l'a vu. Ce que je voulais dire, du coup, c'était pour résumer ce qu'on venait de voir, on a du coup une adresse MAC qui est générée avec les émotions, qui n'est pas visible dans le flacon. Mais quand elle se retrouve dans le corps humain, elle est générée. Quand elle se retrouve dans un tube à essai, elle est générée au bout d'1 heure et quart, je crois. Je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près ça, 1 heure et quart, 1 heure et demie. On suppose que le film protecteur des micropuces, en fait, bloque l'émission des micropuces. Et que lorsque les micropuces sont mises dans le sang, certainement des réactions enzymatiques ou autres détruisent le film pour que les puces puissent s'exprimer. Je comprends. C'est pervers, hein? Pas mal. C'est assez complexe. C'est assez complexe et il doit y avoir aussi de toute façon une interaction entre le synthétique et le biologique et probablement pour pouvoir générer cette adresse MAC. Il y a quelque chose encore. C'est ce que souhaite l'ordre économique. On peut encore poser la question, hein, pourquoi affaiblir le système immunitaire et pour tolérer quoi? Pour tolérer le greffe? Pour tolérer quoi exactement? Parce que ça s'appelle une greffe. Hein. Quand on fatigue le système immunitaire pour que certaines choses soient tolérées, ça s'appelle une greffe. Oui. Oui. Et puis, je ne sais pas si on l'a bien souligné aujourd'hui, la tromperie sur le produit aussi. Oui, clairement. Là, nous, on pense que si des avocats se mettent sur le dossier, clairement, en montrant qu'on a de la microtechnologie dans certains vaccins, notamment, en tout cas, nous, on confirme sur les vaccins âgés, il y a tromperie sur la marchandise. Clairement, ce n'est pas affiché sur l'étiquette, ce n'est pas affiché dans qu'on appelle ça la fiche produit. Oui. Technique. Et donc là, c'est un angle d'attaque. Et puis de toute façon, c'était pas annoncé par qui que ce soit. Donc il y a. Mais on se pose la question aussi, hein, qu'ont fait les organismes de surveillance, la NSM et compagnie? Rien. C'est le minimum, quoi. Hein. L'Agence européenne du médicament, la SNM en France et tous les autres organismes de validation des produits pharmaceutiques auraient dû lancer l'alerte. Il ne s'est rien passé dans aucun pays. Non, alors. Donc ça, c'est vraiment très, très grave. Nous, on cherche aussi aujourd'hui
à se dire mais comment ça a pu passer toutes les barrières de qualité du produit et de sécurité d'un produit nouveau en plus, considéré comme étant nouveau. On aurait dû encore plus être attentif et vigilant à ce que le produit soit sain et puis ne pas écouter que ou ne pas lire que les papiers du laboratoire. Regarder par nous-mêmes qu'est-ce qu'il y avait dans ces flacons. Ce que nous, on a fait, malheureusement. Oui, ce qui fait qu'on vous félicite pour votre constance et votre courage fait aussi qu'on peut déplorer que vous soyez quand même tout seul à avoir mis ça en évidence. Ça vient, ça vient. Alors, je mets un bémol là-dessus parce qu'effectivement, on se sent seul, surtout en France, et y compris dans les personnes qui remettent en question la politique nationale depuis le début. On se sent vraiment seul en France. Par contre, on n'est pas les seuls à avoir fait ça au monde. Il y a quelques personnes qui l'ont fait en Espagne avec la Quinta Columna. Il y a quelques personnes qui l'ont fait en Angleterre, en Allemagne, beaucoup aux États-Unis ou en Australie. Avec lesquels on communique. Donc, si en France, il n'y a personne qui veut discuter de ces sujets-là, ça viendra d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, dans quelques semaines et dans quelques mois, plus personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Parce que ça va être diffusé massivement. Vraiment. Il va falloir que les gens se positionnent et rediscutent de tout ça, remettent tout ça à plat, parce qu'on s'est tous fait avoir. Ce ne sont pas des erreurs. Non, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expérimentales. Clairement. Délétères et dont les effets pudiquement appelés indésirables peuvent conduire jusqu'à la mort. Oui, oui. De toute façon, dès lors que tu affaiblis le système immunitaire de cette façon, tu as forcément toutes les maladies opportunistes qui sortent. C'est pas le principe du VIH aussi, ça? Si, ce sont les mêmes mots du VIH. Exactement. Oui, voilà. Mais c'est pas le VIH, c'est pas autre chose. Oui. Malheureusement, l'émission est terminée. On va se quitter avec vraiment beaucoup de félicitations et puis rappeler à chacun d'aller sur votre site. Vous pouvez répéter www.nextdose. www.nextdose.fr. Merci. Et puis, vous procurez le livre Covid-19, ce que révèle le microscope, par Sébastien Yoza et Guillaume Bousquière, aux éditions Telma. C'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. À la semaine prochaine.